on va partir en Argentine avec vous, où on va voir que les fonds vautours lorgnent pas très discrètement sur l'or du pays de l'Argentine. Oui, qui veut la peau, ou plutôt les lingots d'or argentin. Il y a une news qui est passée cet été de manière un peu discrète, c'est que la Banque centrale argentine, la BCRA, a décidé de transférer ses réserves d'or, une partie de ses réserves d'or, quelques dizaines de tonnes, environ, je crois que c'est 53 milliards, je ne sais plus, en Europe. On ne sait pas vraiment si c'est à Bâle, si c'est à Londres, en tout cas c'est sous haute protection. Et la question qui se posait donc dans le quotidien El País par exemple, c'était à donde está el oro, où est passé l'or et pourquoi surtout, pourquoi on garde pas l'or? Eh bien, réponse assez déconcertante du président de la Banque centrale argentine. Il dit, si vous avez l'or chez vous, vous pouvez pas l'utiliser pour quoi que ce soit. Si vous l'avez à l'extérieur, vous pouvez obtenir des rendements et la réalité c'est que l'Argentine doit maximiser le rendement de ses actifs. Alors, c'est déconcertant parce que normalement une banque centrale est censée être neutre. Et le plus déconcertant, c'est que le président, Javier Milei, a, dans des propos plus ou moins reconnus, en tout cas, il n'a pas infirmé le fait que l'or était utilisé, l'or argentin, comme garantie pour obtenir un repo, donc un repurchase agreement, d'environ 3 milliards pour pouvoir assurer le financement de la prochaine échéance de dette argentine de d'1,6 milliard de dollars. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que aujourd'hui, les fonds vautours, alors les hedge funds et tous les créanciers de la dette argentine préfèrent se garantir sur de l'or plutôt que sur une monnaie quelconque. Alors évidemment pas sur le peso. Mais pas non plus sur le dollar en fait. Et beaucoup plus sur l'or que sur le dollar. Parce que si vous regardez le cours de l'once d'or en dollars sur 5 ans, c'est à peu près plus 84%. Mais c'est pas vrai pour toutes les monnaies. Si vous regardez le cours de l'once d'or en francs suisses sur 5 ans, bah, c'est plus que plus 43%. De là à dire que le franc suisse est plus stable que le dollar, il n'y a qu'un pas. Et pour finir sur l'or, eh bien, on a parlé récemment du passage du palier de 2600 dollars. On parle maintenant, on commence à avoir des titres dans la presse qui parlent de l'or, l'once d'or bientôt à 3000 dollars. En fait, l'or ne déçoit jamais les attentes des investisseurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'attente des investisseurs. On n'attend rien de l'or, pas d'intérêt, pas de dividendes. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on en attend une protection et qu'il y en a une quantité limitée. Donc la rareté accélère l'effet de protection, tout le monde veut en avoir, et c'est ce qui fait que on parlait de l'impossible passage du palier des 2000 dollars il y a 2 ans. Oui. Pourtant, ils avaient déjà été atteints pendant la crise Covid. Et puis, on continue. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'once d'or continue à augmenter, va probablement passer le palier des 3000 dollars. Mais c'est lié à une mauvaise nouvelle, c'est que en face de ça, c'est que l'instabilité du monde sur les tensions géopolitiques, sur le glissement de l'équilibre géopolitique en faveur des BRICS et au détriment de l'Occident, continue à faire le jeu de l'or. L'or en hausse de près de 37% en moins d'1 an. Bon, on a touché un petit mot d'or jaune, dont on parle régulièrement dans Tout pour investir, pour ne pas dire quotidiennement. On va maintenant s'intéresser aux autres ors. On va choisir une couleur, on va dire, tiens, l'or rouge, le cuivre. Rouge, le cuivre, on en a parlé il y a quelques minutes sur ce plateau avec Olivier. Un vol de cuivre tous les 3 jours en France. Je pense que vous avez déjà, vous qui regardez la presse, vu des types de presse avec écrit... je prends aussi le train, du coup je suis aussi concernée. Voilà, les vols de cuivre se font pas sur les rails. Un vol de câble, un vol de bobine, un vol de caténaire, etc. En fait, il y a une telle demande pour le cuivre qu'il y a un peu partout, malheureusement, des ferrailleurs qui ne sont pas très regardants sur l'origine et qui écoulent des stocks de cuivre. Évidemment, quand on vole du cuivre, c'est toujours à la tonne, parce que vu le prix de l'once, enfin le prix du kilo, donc entre 4 et 5 dollars, il faut pouvoir avoir des gros volumes. Donc, le cuivre intéresse tout le monde pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est le métal, je le disais la semaine dernière, de la décarbonation. Vous avez du cuivre dans tous les systèmes d'énergie électrique. Dès que vous avez une batterie ou un moteur électrique, vous avez du cuivre parce qu'il est super conducteur. Vous avez du cuivre dans les générateurs, vous avez du cuivre dans les câbles, vous avez du cuivre dans les véhicules électriques, je viens de le dire, dans les éoliennes, dans les cellules photoélectriques. Vous en avez absolument partout. Et ce qui est bien avec le cuivre, c'est qu'il y a une forte volatilité. Ça, on en parlait la semaine dernière. Donc, ça amène des acteurs de marché comme Total à se lancer dans le trading de cuivre pour profiter des forts volumes et de la forte volatilité. Et qui dit volume abondant dit qu'il y a un effet de rareté un peu plus faible que l'or, donc qui permet d'avoir un effet d'entraînement où on peut se lancer en fait dans le cuivre, en tant qu'investisseur, avec un petit peu moins de FOMO, de peur de manquer, que sur le métal jaune, sur l'or. Alors, j'ai retenu, pour qui voudrait se lancer,
J'ai donné quelques valeurs tout à l'heure. Là, je m'intéresse à des minières. Olivier disait tout à l'heure qu'il faut 17 ans pour ouvrir une mine. Si vous n'avez pas 17 ans devant vous, intéressez-vous à Southern Copper côté Onice, donc qui a plus 41%. Southern Copper. Southern Copper, donc le cuivre du Sud, côté à la bourse de New York, plus 41% en 2024. Et sur un marché que j'aime bien, le marché polonais, qui est pour moi le marché le plus sain et pas forcément le moins décoté d'Europe, vous avez KGHM Polska MIT, KGHM Polska MIT, vous la trouverez assez facilement, côté à la bourse de Varsovie et qui ne fait que plus 27%. Si vous regardez le graphique, il y a du potentiel dans cette course à l'or rouge qui se joue actuellement et qui est en train de démarrer. Voilà, le cuivre hein, qui traite du côté de Londres autour des 4,35 $, non pas le kilo, mais le Combien kilo, non 4,35. 4,35 le kilo. 4,35 le kilo, donc ça fait 4500 la tonne. Voilà, il vous faut beaucoup de volume, c'est pour ça qu'il y a toujours des bobines entières qui sont piquées dans les gares. Bon, on a fait l'or jaune, on vient de faire l'or rouge, faisons l'or blanc dont vous nous parlez de temps en temps, alias le lithium. L'or blanc, à quel le lithium. Alors, je vous disais il y a quelques semaines que CATL, la plus grosse mine, en tout cas le plus gros producteur de lithium basé en Chine, vous ne l'ignorez pas, a fermé. La raison, c'était que les coûts, on le voit à l'écran, de raffinage de lithium par saumure des bassins. Ah oui, c'est des saumures de lithium. Étaient trop élevés. Et on connaît les problèmes, un petit peu le ralentissement économique de la Chine. Surtout quand vous avez un ancien français, comme Berger, maintenant SLB, qui découvre qu'on peut faire de l'extraction directe de lithium, que c'est 500 fois plus rentable en termes d'extraction que les bassins de saumure. Donc il y a un nouveau jeu du lithium qui est en train de basculer en faveur plus de l'Occident. Des bassins de saumure qui ressemblent un peu à des marais salants. Ouais, alors en plus polluant peut-être. N'allez pas vous y risquer à en mettre sur votre repas. Mais ça, vous pourriez peut-être recharger vos batteries. Le lithium, ça fait plus de 70% en un an. Et les analystes comme Citi ou UBS prévoient du plus 25-30% d'ici début 2025. Alors, on peut faire de deux manières pour s'exposer au lithium. La manière passive, on garde les mains propres, c'est de se mettre sur un ETF. J'en ai retenu un, le Global X Lithium Battery Tech. L'avantage de cet ETF, c'est qu'il était plutôt dans une tendance baissière, donc quand le lithium augmente, il va pouvoir repartir normalement et casser sa moyenne mobile. L'inconvénient, c'est qu'il est très orienté sur des Tesla, sur des BYD et donc sur les véhicules électriques dont la consommation a ralenti récemment. Alors, on va peut-être espérer que la baisse des taux permette de relancer les investissements industriels et dans l'extraction de lithium et dans l'industrie automobile pour permettre donc normalement de l'acquisition à crédit de véhicules électriques, mais c'est pas pour tout de suite. Donc c'est peut-être l'inconvénient de cet ETF. Sinon, allez faire votre marché du côté des mineurs. Il y en a des très bons aux États-Unis, au Chili et en France, où on a récemment découvert un gisement de lithium dans l'Allier. Voilà, intéressant, l'Allier qui va peut-être revenir un endroit d'exploitation. Eldorado français. Ouais, un Eldorado français. Il nous reste quelques minutes pour évoquer, si je dis pas de bêtises, l'or gris, pour parler d'uranium. Pourquoi on dit l'or gris Parce que si vous regardez, là aussi on peut pas en acheter en direct, c'est assez dangereux. Les petites galettes d'uranium enrichi, l'uranium 235, c'est des petites galettes entre le beige et le gris, donc on parle d'or gris quand on parle d'uranium parce que toutes les couleurs sont prises. Il y a aussi l'or vert avec l'hydrogène, mais on en parlera une autre fois. Tout ça pour dire que si l'uranium a pris plus 26% en un an sur les différents futurs et sur les différents ETF qui y sont indexés, c'est parce que le nucléaire, l'énergie nucléaire revient en force. Même les pays qui avaient interdit le nucléaire, comme la Suisse, qui est chère à mon cœur, font volte-face sur l'origine de leur énergie. Et ce qui a accéléré le cours de l'uranium depuis quelques semaines, c'est l'annonce par KAP, donc Kazatomprom, le plus gros producteur d'uranium du monde, de la baisse de sa production. Donc Kazatomprom a annoncé qu'il allait devoir baisser sa production de 17% en cause la pénurie d'acide sulfurique. L'acide sulfurique est nécessaire, vous ne l'ignoriez pas Lorraine, pour produire de l'uranium enrichi. Je le sais depuis pas beaucoup d'heures. Donc dans le même temps, évidemment, cette baisse de la production qui a été annoncée a profité à un autre grand mineur producteur d'uranium canadien qui est Cameco, qui a pris 40% depuis le début du mois de septembre.
Avec 439 centrales dans le monde, c'est très peu finalement, puisque ça en fait à peine, si on fait une moyenne, une cote mal taillée, deux par pays, Ouais. même si on sait que la moyenne ne reflète pas la réalité. 62 centrales en construction et 300 en cours de validation. L'or gris est en partie dans une énergie décarbonée, l'avenir de l'énergie. Donc s'exposer à l'uranium aujourd'hui, c'est pas une stratégie de court terme, c'est une stratégie qui sera extrêmement payante entre 2 à 4 ans, 3 à 5 ans pour les plus patients. Je rappelle que Cameco et Kazatomprom, depuis 2019, ont permis de gagner des plus-values assez conséquentes à leurs actionnaires.